Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans la série d'initiation au système d'exploitation Linux. Aujourd'hui, on va voir les principes du système de fichiers Linux ainsi que les commandes usuelles de manipulation de fichiers. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, si vous connaissez un peu le système Linux, vous avez certainement entendu parler du shell, son interpréteur de commandes, et qui est un outil très puissant. Mais avant de commencer à utiliser des commandes shell, il va falloir comprendre quelques concepts liés à l'arborescence du système de fichiers. Alors, premièrement, dans un système Linux, tout est considéré comme fichier. Alors, ça peut être soit des fichiers dits normaux ou bien des fichiers réguliers, ce sont des fichiers texte, ou bien des fichiers exécutables, ou bien fichiers binaires. Voilà. Les répertoires, alors sous Linux, un répertoire est considéré comme un fichier listant plusieurs autres fichiers. Voilà. Les périphériques et dispositifs aussi. Alors, un périphérique, par exemple, un disque, hein, un disque qui est monté au système est accessible à travers un fichier. Les liens symboliques qui sont des fichiers référençant d'autres fichiers ou bien pointant vers d'autres fichiers sont aussi des fichiers. Voilà. L'arborescence du système Linux. Alors, sous Linux ou bien Unix, les fichiers sont organisés dans une arborescence. Voilà. Et quand on parle d'arborescence, il y a forcément une racine. Donc, tous les fichiers du système, tout le système d'exploitation se trouve dans un seul répertoire s'appelant le répertoire racine qui est la référence absolue. D'accord? Donc maintenant, si on veut faire le parallèle par exemple au système Windows, en fait, on a des disques. Vous avez le disque par exemple C, le disque D, le disque E, etc. Ensuite, à partir de ces disques, les fichiers sont organisés. D'accord? Là, ce n'est pas la même chose. Les disques sont considérés comme des fichiers appartenant à l'arborescence. Et tout est contenu dans un seul fichier racine. D'accord? Ou bien un seul répertoire racine qui contient tous les autres fichiers. Donc, à partir de là, tout fichier dans cette arborescence peut être localisé à partir de la racine. Voilà. Pour être plus clair, par exemple, le fichier biologie, par exemple, biology, il se trouve dans l'arborescence du système selon le chemin /user/local/biologie. D'accord? Le fichier password, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans le répertoire /etc/password. Voilà. En fait, cette organisation facilite l'accès aux fichiers. Alors, dans cette racine on y trouve un certain nombre de répertoires. Chaque répertoire est bien défini, ou bien chaque répertoire a un rôle bien défini. Par exemple, le répertoire /boot, c'est un répertoire qui va contenir tous les fichiers nécessaires au démarrage du système. En fait, on y trouve toutes les commandes permettant le démarrage du système. Et en plus, on trouve tous les fichiers qui appartiennent au noyau du système Linux. Voilà. Maintenant, pour les répertoires /bin, /sbin, /userbin et /usersbin, en fait, ils contiennent les fichiers binaires, toutes les commandes système, toutes les commandes permettant le fonctionnement du système. Par exemple, on y trouve aussi les commandes shell, le shell et les commandes shell. Maintenant, la différence entre bin et sbin, c'est que les commandes sbin sont plus orientées pour les commandes de l'administrateur de la machine. Alors, /etc, etc c'est pour dire Editable Text Configuration. Donc, si vous l'avez bien compris, ce sont les fichiers de configuration éditables. Donc, en fait, on y trouve tous les fichiers de configuration que
que l'utilisateur de la machine, l'administrateur, peut éditer. Donc, par exemple, on peut trouver les fichiers permettant la configuration des utilisateurs, des droits d'accès, des mots de passe, etc. La configuration du réseau, les services, les serveurs, etc. Voilà. Maintenant, pour le fichier /home. En fait, le fichier /home contient les répertoires personnels des utilisateurs. Alors, on appelle ça les répertoires personnels ou bien les répertoires domicile des utilisateurs. Donc là, il y a généralement une petite confusion que font les débutants. Ce n'est pas le répertoire /home qui est le répertoire de l'utilisateur. Non. Le répertoire /home lui-même contient les répertoires des utilisateurs. Je m'explique. Si par exemple une machine, un système Linux contient par exemple 2 utilisateurs, un utilisateur par exemple Mariam et un utilisateur Yassine, eh bien on va trouver dans le répertoire /home 2 autres répertoires, 2 autres sous-répertoires, /home/Mariam et /home/Yassine. D'accord? Donc si vous êtes un utilisateur Mariam, votre répertoire personnel ou bien votre répertoire domicile sera /home/Mariam, non pas /home. D'accord? Si vous êtes un utilisateur Yassine, donc votre répertoire personnel, votre répertoire domicile sera le répertoire /home/Yassine. Voilà. Alors pour les répertoires /root, en fait c'est le même principe que /home, c'est le répertoire domicile ou bien répertoire personnel de l'administrateur de la machine ou bien du super utilisateur de la machine. On appelle ça aussi, on l'appelle aussi le root, l'utilisateur root. Ensuite, le répertoire /user, en fait, c'est un répertoire qui contient le reste des données et programmes du système et surtout, on y trouve les programmes utilisateurs ordinaires, par exemple, votre navigateur web, par exemple Firefox ou bien VLC. En fait, c'est tout ce qui est programme orienté utilisateur. Voilà. Donc, ensuite, le répertoire /dev pour devices. Alors, devices, ce sont les fichiers qui représentent les périphériques. Voilà. Donc, au démarrage de la machine, ce fichier ou bien ce répertoire va se remplir au fur et à mesure que des périphériques sont montés au système. Voilà. Maintenant, le répertoire /lib, en fait, il contient toutes les bibliothèques de routine qui sont partagées, par les programmes système et qui sont aussi c'est-à-dire essentielles au fonctionnement du système. C'est un peu comme les DLL qu'on trouve dans les systèmes Windows. Maintenant, pour les répertoires /mnt ou bien /media, en fait, ils contiennent les points de montage d'autres systèmes de fichiers. Voilà. Par exemple, si vous montez un disque externe formaté, par exemple en NTFS ou FAT32, c'est un autre système de fichiers. Donc, il sera monté dans ce répertoire. Vous allez plutôt le retrouver dans ces répertoires-là. Le répertoire /sys, c'est un répertoire utile pour le contrôle du système et des périphériques. On y trouve généralement des fichiers qui contiennent les caractéristiques du matériel, par exemple la fréquence du processeur, la gestion de l'alimentation et des périphériques, etc. Et bien sûr, certains paramètres. Pour le répertoire /var, généralement, on y trouve les données qui sont utilisées par les systèmes ou les serveurs dont ils ont besoin pour le maintien du système. Par exemple, le fichier des logs, par exemple, le fichier /var/pool/mail contient les courriers qui sont entrants, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'autres répertoires. On n'en a cité que quelques-uns.
Le dernier à citer, c'est le répertoire /tmp. En fait, c'est le répertoire qui contient les fichiers temporaires utilisés par les programmes. Bien sûr, c'est un répertoire dont le contenu sera supprimé au redémarrage du système ou bien dans d'autres distributions. C'est un répertoire qui sera nettoyé régulièrement. Voilà. Alors, une notion fondamentale, une notion qui est très importante dans le système de fichiers de Linux, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment, si je peux me permettre, se promener dans cette arborescence et comment identifier un fichier ou un répertoire dans l'arborescence, par exemple, présentée ici. Alors, il y a deux notions qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de chemin absolu et la notion de chemin relatif, ou bien référence absolue et relative. Alors, la notion de chemin d'accès, déjà, alors pour identifier un fichier, on va utiliser une suite de noms étiquetant les arêtes le long de l'arborescence. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on démarre à partir de la racine absolue qui est le slash. Le slash sert aussi après de séparation entre les répertoires. Donc, il faut faire la différence. Le premier slash, c'est la racine du système. Mais les autres slash sont utilisés comme séparateurs entre les répertoires. Voilà. Donc, ce que je veux dire par référence absolue, c'est le chemin d'accès, ou bien en anglais the path name, depuis la racine. D'accord? Ceci permettra de c'est-à-dire repérer un fichier sans ambiguïté. D'accord? C'est parce que c'est son chemin qui est absolu. Par exemple, si je dis /home, /user1, /formation, /soft, alors je reviens à mon arborescence, /home, /user1, /formation, /soft. Là, je fais une référence absolue, c'est-à-dire là, je souhaite référencer le répertoire soft de façon qui est sans ambiguïté, qui est absolue. D'accord? Maintenant, si je veux donner une référence relative, si je dis par exemple, suivez bien, si je dis par exemple formation /soft. D'accord? Si je dis formation /soft. Donc là, c'est une référence au répertoire soft par rapport au répertoire user1. Donc si je me trouve dans user1 et je dis formation soft, ça c'est le chemin qui est relatif du répertoire soft. Pourquoi il est relatif? Il est relatif au répertoire dans lequel on se trouve. D'accord? C'est ce qu'on veut dire par un chemin qui est relatif. D'accord? Si je dis un autre exemple, si je dis par exemple monproc.c. Donc, monproc.c, c'est un nom d'un fichier qui est relatif. Pourquoi? Parce que j'ai donné seulement son nom par rapport au répertoire maître 2. D'accord? Mais si je dis /home, /user1, /formation, /maître 2, /monproc.c, là j'ai donné le nom ou bien le chemin du fichier monproc.c de manière absolue, c'est-à-dire il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Mais si je dis seulement monproc.c, là il va falloir connaître où est-ce qu'on se trouve d'abord. D'accord? Si on se trouve dans le répertoire maître 2, on dira que c'est ce répertoire. D'accord? Si on se trouve dans un autre répertoire, par exemple biologie, on dira que bon, ce fichier-là n'existe pas. D'accord? Donc, c'est ce qu'on veut dire par cette notion de chemin absolu et de chemin relatif. D'accord? Donc, la référence relative, c'est selon l'endroit où l'on se situe. D'accord? L'endroit où on se situe, on appelle ça le working directory en anglais, ou bien le répertoire de travail, ou bien aussi, généralement, on dit aussi le répertoire courant. D'accord? Donc, repérer un fichier peut s'effectuer
de manière relative, c'est-à-dire toujours, c'est-à-dire par rapport où on se trouve dans notre arborescence. D'accord? Donc, si je donne l'exemple, alors là, c'est un peu spécial, cette représentation de points. Deux points, elle veut dire, c'est-à-dire, je veux monter d'un niveau dans l'arborescence, c'est-à-dire, je veux accéder au pair de ce fichier-là. Donc, si j'écris 2./2.des, donc là, si je reviens à mon arborescence, à partir du répertoire des, si je fais 2./2./, donc je remonte d'un niveau, ensuite je remonte d'un niveau, donc là je fais allusion au répertoire /home. D'accord? Voilà. Une fois que je lance un terminal, je suis connecté automatiquement sur mon répertoire domicile ou bien sur mon répertoire personnel. D'accord? Alors, je peux bien sûr, si je veux savoir où je me trouve dans l'arborescence, je peux utiliser la commande pwd qui permet d'afficher le répertoire courant. D'accord? Alors, pwd pour dire Print Working Directory. D'accord? Alors, pwd permet d'afficher le répertoire courant ou ce qu'on appelle le répertoire de travail, Working Directory. Maintenant, pour se déplacer dans l'arborescence, on va utiliser la commande cd, qui veut dire Change Directory. Alors, la commande cd prend en argument le chemin auquel je veux accéder. D'accord? Alors, cd permet le déplacement vers le répertoire indiqué par chemin. D'accord? Bien sûr, là, on va utiliser les notions qu'on vient d'expliquer. Alors, je peux donner en argument de cd un chemin ou bien une référence absolue à un fichier auquel je souhaite accéder, ou bien une référence relative. Donc là, alors CD, ça concerne les directories, c'est-à-dire le fichier de type répertoire. Hein, d'accord? Alors si j'écris cd/user/local/biology, je vais accéder à ce répertoire-là, d'accord? Qui est biologie à partir de la racine du système. C'est-à-dire là, c'est une référence qui est absolue. Pourquoi? Parce qu'on commence à partir de la racine. Donc, simple, pour faire simple, si vous trouvez un slash au début d'un chemin, c'est un chemin absolu. S'il n'y a pas de slash dans un chemin, c'est une référence qui est relative. Donc là, par exemple, si j'écris cd ://des, là, ça veut dire que je souhaite accéder à un répertoire qui s'appelle DESS en montant de 2 niveaux vers les parents. D'accord? C'est-à-dire, là, c'est une référence qui est relative. D'accord? Toujours concernant la commande CD, on va voir d'autres possibilités. Si l'argument chemin est omis dans la commande CD, alors le shell nous ramène dans le répertoire utilisateur. D'accord? Alors si je tape CD sans aucun argument, la commande va nous ramener, va nous déplacer va déplacer l'utilisateur vers son répertoire personnel. D'accord? Maintenant, il y a un caractère spécial qui est le tilde qui désigne en fait le répertoire personnel d'un utilisateur. D'accord? Donc, si je mets cd /test, en fait, ceci est équivalent à l'écriture suivante. cd, tilde, ça veut dire si l'utilisateur s'appelle... là c'est user1, d'accord? Si l'utilisateur s'appelle user1, d'accord? Je vais, si j'écris cd /test, c'est la même chose que si j'écrivais cd /home/user1/test. D'accord? Et bien sûr, si j'écris cd maître 10, par exemple, donc là, je fais allusion au home directory de l'utilisateur maître 10. Donc, je vais y accéder. Bien sûr, Hadia, cette commande,
est accessible seulement par soit l'utilisateur maître 10, soit par l'administrateur de la machine. Une autre commande très usuelle, alors la commande ls, c'est pour dire list and sort avec des options. Bon là, à travers cette commande, on découvre le principe d'option. Alors il faut savoir que les commandes shell peuvent s'utiliser avec des options. Alors ls sans option permet de lister le contenu d'un répertoire, d'accord? Mais en utilisant des options, cette commande devient de plus en plus intéressante. Par exemple, si j'utilise ls-l, cette commande permet de lister des fichiers avec les caractéristiques détaillées de chaque fichier. Par exemple, le type de fichier, la date de création, l'utilisateur, c'est-à-dire le créateur ou bien le propriétaire de ce fichier, la taille de ce fichier, les droits d'accès, etc. etc. Il y a beaucoup d'autres options de la commande ls qu'il faut retenir pour le moment, c'est que c'est une commande qui permet de lister le contenu d'un répertoire. Dans la partie pratique de cette série, on verra plus en détail les possibilités offertes par la commande ls. Voilà. Une autre commande pour la création et destruction de répertoires. Si on veut créer un nouveau répertoire, on va écrire la commande mkdir qui veut dire make directory. D'accord? C'est une commande qui permet de créer un nouveau répertoire dont l'argument est le nom du répertoire qu'on souhaite créer. Quand je dis nom d'un répertoire, ça peut être le nom relatif, c'est-à-dire il va être créé dans le répertoire courant si je donne un nom, ou bien si je donne le chemin absolu, il sera créé dans le chemin donné en argument. D'accord? On verra plus d'exemples dans la partie pratique. Donc, même chose pour la destruction d'un répertoire, on va utiliser la commande rmdir pour dire remove directory. On va donner le nom du répertoire. D'accord? Là aussi, on peut donner soit le nom absolu du répertoire, en commençant par la racine, ou bien on va donner le nom relatif de ce répertoire-là. D'accord? Bien sûr, rmdir fonctionne seulement si le répertoire est vide. La commande cp, alors pour copier un fichier dans le système Linux, on va utiliser la commande cp. D'accord? Alors cp, on peut l'utiliser de trois manières. Donc si on souhaite copier un fichier dans un fichier, cette commande permet d'effectuer une copie du fichier 1 en un nouveau fichier appelé fichier 2. D'accord? Donc fichier 1, c'est le chemin absolu ou relatif de ce fichier-là. Et fichier 2, c'est le chemin absolu ou relatif du répertoire dans lequel on souhaite copier ce fichier sous le nom donné en argument. Voilà. Bien sûr, on a l'option "-i". Donc, si fichier 2 existe, le shell demande une confirmation avant d'écraser ce fichier-là. Le deuxième cas, c'est si la destination est un répertoire. D'accord? Donc, si j'écris cp fichier 1 répertoire, donc ceci effectue une copie de fichier 1 dans le répertoire donné en argument. D'accord? On peut faire une copie de plusieurs fichiers dans un répertoire comme ceci. cp fichier 1, fichier 2, etc. vers le répertoire donné en argument. Si maintenant je souhaite copier tout un répertoire dans un autre répertoire, là je vais utiliser la même syntaxe mais en ajoutant l'option "-r" de cp pour dire récursif, c'est-à-dire en fait, vu que un répertoire c'est un fichier qui contient d'autres fichiers contenant peut-être d'autres fichiers, donc en fait c'est comme si je vais faire une copie récursive. D'accord? Donc là, cp-r, répertoire d'origine, ou bien le chemin du répertoire d'origine, absolu ou relatif, vers le chemin du répertoire de destination.
construction de fichiers. Maintenant, une fois qu'on a créé des fichiers, ou bien des répertoires pour le moment, une fois qu'on a copié des fichiers, si on souhaite maintenant détruire un fichier, on va utiliser une des commandes de fichier, la commande remove ou bien rm. rm fichier 1 permet de détruire ce fichier-là. Si je veux détruire plusieurs fichiers, je n'ai qu'à les donner en argument. Bien sûr, dans toutes les commandes Linux, les arguments doivent être séparés par des espaces, bien sûr. Alors, une commande qui est très dangereuse à utiliser, c'est la commande rm-r. En fait, elle est utilisée pour supprimer un ou plusieurs répertoires. D'accord? Vu qu'un répertoire contient plusieurs fichiers qui contiennent eux-mêmes plusieurs autres fichiers, donc on a besoin en fait c'est-à-dire suppression récursive. C'est pour ça qu'on utilise en fait l'option "-r" pour dire recursive. D'accord? Donc là c'est une commande à laquelle enfin, qu'il faut utiliser avec précaution. Imaginez que vous supprimez tout un répertoire qui est très important, surtout des répertoires système. Vous risquez de faire beaucoup de dégâts. Voilà. Une autre commande qui est très intéressante, c'est la commande mv ou bien move. C'est une commande qui peut être utilisée de deux manières. Elle peut être utilisée pour renommer un fichier. Donc si j'écris move fichier 1, fichier 2, cette commande permet de renommer fichier 1 en fichier 2. D'accord? Bien sûr, avec l'option "-i", la commande demande une confirmation si le fichier 2 existe déjà. La même commande permet d'être utilisée pour déplacer un fichier dans un répertoire. D'accord? Donc, remarquez bien, si je donne en argument deux noms de fichiers, c'est une commande qui permet de renommer. Mais si je donne en argument un nom de fichier suivi d'un répertoire, c'est une commande qui va faire un déplacement de ce fichier donné en premier vers le répertoire donné comme deuxième argument. D'accord? Alors, toutes ces notions vues jusque-là seront revues dans une autre vidéo pratique. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie. Au revoir.